Bonjour à tous, bienvenue évidemment sur LCI. Lendemain d'interview sur TF1 et LCI d'Emmanuel Macron, que faut-il retenir? Quel message aux Français? Quel message politique? On vous propose ce matin les regards croisés de la majorité et de l'opposition avec vous, Aurore Bergé. Bonjour. Bonjour. Députée LREM des Yvelines et présidente déléguée du groupe à l'Assemblée nationale. Geoffroy Didier, merci beaucoup d'être là. Député européen, vous êtes au cœur de la campagne déjà de Valérie Pécresse. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce principe de débat pour bien comprendre ce que vous retenez les uns et les autres de cette longue interview hier soir. D'abord, juste une phrase qui vous a frappé l'un et l'autre. Aurore Bergé. Moi, celle que je retiendrai, c'est nous avons engagé une révolution sur l'apprentissage et sur l'école, parce que pour moi, c'est à la base de tout projet de République et tout projet de société. Et peut-être de projets à venir. On verra. Geoffroy Didier. J'ai appris à aimer les Français. Je suis surpris d'entendre un président de la République qui, au terme de son mandat, déclare avoir appris à aimer les Français. Les Français, soit on les aime, soit on ne les aime pas, mais on n'apprend pas à les aimer. Alors, il y avait le souci de faire la pédagogie du bilan, confronté à ses décisions, à sa personnalité de gouvernant. Le but était globalement de s'expliquer. On va le revoir d'ailleurs à travers des extraits, évidemment, de cette interview exceptionnelle. Mais sur ce plan-là, sur cette volonté de retour sur image, retour sur phrase, est-ce que c'est réussi ? Moi, je vous dirais que oui. Peut-être qu'il y aurait une appréciation différente de l'autre côté. Moi, ce qui était important, c'est à la fois qu'il ait le temps et la possibilité d'exprimer, d'expliquer ce que nous avons conduit depuis 4 ans et demi. Et que tout ne soit pas ramené uniquement à la question de la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle a écrasé la vie politique pour des raisons évidente, qui était d'abord la protection sanitaire des Français et la protection économique aussi des Français, la question de l'emploi. Mais il y avait la nécessité aussi de rappeler que si nous avons pu gérer cette crise et si nous avons pu soutenir les Français, c'est aussi parce que dès le premier jour, on a commencé des réformes d'ampleur et qu'elles ont porté leurs fruits, que ce soit sur la question du droit du travail ou sur la question de la fiscalité notamment. Et je crois que c'est ça aussi que le président de la République a pu dire. Geoffroy Didier. Beaucoup de réformes qui n'ont pas eu lieu et qui avaient pourtant été promises. Réduction du nombre de fonctionnaires de 120 000, quelques centaines seulement. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y renonce. Réforme des 35 heures. On y reviendra. Réforme des retraites. Simplification de l'État. Construction de 15 000 places de prison. Malheureusement, ce quinquennat, Elisabeth Martichoux, est un quinquennat de rendez-vous manqués et de réformes avortées. Alors, il peut convoquer tous les prétextes du monde. Je pense que c'est justement quand il y a des crises qu'il faut réformer et non l'inverse. Alors, on va entrer maintenant dans le vif du sujet du débat. Je vous propose qu'on regarde le premier extrait. Il a été confronté hier soir à ces petites phrases qui lui collent à la peau. Elles lui ont été remises en mémoire. Et Audrey Crespo-Mara lui a posé ensuite cette question. Celle que je trouve, c'est d'autant plus injuste pour moi parce que je me souviens très bien de mon propos, c'est celle où je dis il y a des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Ça, on ne peut pas dire ça. Et j'ai cette formule qui, en effet, quand on apprend comme ça, est terrible parce que il se trouve qu'on a pu dire ça de moi ces derniers temps en disant il n'est personne, il n'est rien. C'est terriblement blessant. Et je vais vous le dire, j'ai acquis une conviction, il faut bousculer. Et donc je reste avec autant de volonté de bousculer le système. Autant. Mais est-ce que vous vous contraignez davantage? Est-ce que vous vous contrôlez davantage? Mais j'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Alors, il faut respecter la fonction. Il ne dit pas « j'ai changé », il dit en effet « j'ai appris ». Geoffroy Didier, ce ne sont pas des excuses, mais il va loin dans la contriction. Après tout, on ne gouverne pas 5 ans sans faire des erreurs. Vous avez entendu la leçon qu'il en tire? Oui, mais il me semble que le titre de l'émission, c'était « Où va la France ?» Et on a l'impression hier que c'était un exercice soit d'autosatisfaction, soit de stratégie personnelle pour l'avenir, avec un zeste de contrition. En fait, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron avait beaucoup parlé de lui hier soir, alors que les Français endurent une crise sanitaire, une crise économique, une crise peut-être même civilisationnelle, et j'aurais aimé qu'il parle aux Français, qu'il parle des Français, plutôt qu'il se concentre sur lui-même. Donc on sent qu'il a voulu purger tout cela avant la campagne présidentielle qui ne dit pas encore son nom, mais je regrette qu'il est... je vais vous dire une chose, je l'ai trouvé insincère. Insincère. Parce que j'aurais aimé de lui qui prétend avoir créé le nouveau monde, ou en avoir été le véhicule, qu'il dise clairement
franchement qu'il était candidat. pour Et répondre. ça, j'estime quand même qu'aujourd'hui, dans une ère de la transparence et dans le nouveau monde auquel vous prétendez appartenir, il aurait quand même fallu faire preuve d'une certaine franchise là-dessus. Insincère. Depuis le début du mandat, on a eu beaucoup de procès qui nous ont été faits. On a d'abord eu le procès en illégitimité, qui est grave en démocratie, parce qu'à partir du moment où nous sommes élus, nous sommes légitimes parce que les Français nous ont choisis pour l'être. Et nous avons tous la même légitimité, qui est une légitimité démocratique. Ensuite, on a eu le procès en incompétence, comme si nous n'avions remplacé que des gens qui étaient absolument irremplaçables, et comme si le choix des Français devait être contesté. Ils ont fait le choix d'élire un président de la République. Répondez à cette Non, mais c'est important parce que hier soir. oui, d'accord, C'est ce mais que vous il y dit a Geoffroy en Didier, permanence et de nouvelles accusations, et notamment là maintenant, celle d'insincérité. Chaque président de la République a son style. Nous avons, tous les deux d'ailleurs, soutenu un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avait, dans sa déclaration de candidature en 2012, au-delà du fait qu'elle était extraordinairement tardive, on l'a suffisamment dit et rappelé ces derniers jours, qu'il s'était exprimé en tant que président de la République jusqu'à fin janvier et uniquement en tant que président de la République. Avec un temps de parole décompté par le CSA. Dit que par rapport justement à ces phrases qu'il avait pu prononcer, qui avaient pu heurter, blesser, meurtrir un certain nombre de Français, lui aussi. Donc chaque président de la République a son style. Le président de la République aussi a le sien. Et je crois qu'il était important aussi qu'il puisse entendre que face à certaines phrases qu'il a pu prononcer, elles aient pu être mal comprises des Français. Et qu'il ait justement la sincérité de le dire. C'est pas simple de dire tout simplement, oui, j'ai appris et j'ai fait cet exercice d'humilité, qui est de dire qu'à un moment, je n'aurais peut-être pas dû employer tel ou tel mot. Je préfère qu'il le fasse plutôt qu'il les balaye d'un revers de la main et qu'il dise, je m'en fiche, ça m'est égal, j'assume qui je suis et je resterai exactement le même. Donc vous reconnaissez que l'interview d'hier était faite pour purger certaines choses avant de devenir candidat. C'est ce que vous dites en fait à travers vos mots. Je dis juste que le président de la République, il est interviewé par des journalistes. De la même manière que je ne connais pas les questions qui vont nous être posées, le président de la République n'a pas écrit les questions des journalistes. Donc c'est les journalistes qui ont conduit une interview. Sauf qu'à ce que vous remettiez en cause l'indépendance des journalistes et la capacité qu'ils avaient à tenir cette interview. Non. Je ne pense pas que vous fassiez. Je remets en cause en revanche l'insincérité d'Emmanuel Macron, qui ne dit pas qu'il est candidat, alors que nous avions demandé, et quand j'ai regardé Emmanuel Macron religieusement hier soir et que j'ai fait l'exégèse du texte, j'ai évidemment bien compris que sa candidature était une évidence. Et heureusement que Valérie Pécresse a dû insister auprès du CSA en le saisissant officiellement pour que cette interview soit décomptée dans le temps de parole du candidat présumé qu'il est, parce qu'il était effectivement apparu qu'il est en fait candidat à sa réélection. Mais c'est son droit le plus strict. La seule chose, c'est que j'estime, puisqu'il fait son mea culpa, qu'il devrait au moins faire preuve de sincérité dans une interview comme celui-ci et comme celle-ci. Et quand je vous entends dire ces mauvais mots ont été mal compris, non, ils ont été très bien compris par les Français. C'est ça le problème. Ils ont été très bien compris. En revanche, ils ont été mal prononcés parce que dire des choses ainsi, dire par exemple que ce sont des gens qui ne sont rien, traiter des personnes d'analphabètes, j'estime que ce n'est pas digne de la fonction d'un président de la République. Et je l'ai entendu lui-même dire hier soir qu'il fallait protéger la fonction. Et je crois que cette fonction, elle a été particulièrement protégée. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que la fonction, elle a été parfois abîmée dans des quinquennats précédents, par des postures, par des attitudes, par l'immobilisme aussi, qui a été celui d'un certain nombre d'hommes. Est-ce qu'il faut avouer moitié pardonné? Ça, c'est les Français c'est un petit peu ça aussi les Français qui décideront. Le pari d'Emmanuel Macron, c'est de dire je dois protéger la fonction. Il y a des choses que je ne referai pas. Est-ce qu'il faut avouer moitié pardonné? Est-ce que vous estimez que pour ça, voilà, si le président de la République est candidat, cette partie-là. Si le président de la République est candidat à sa réélection, ce sont les Français qui jugeront si, à la fois sur sa personnalité et sur tout ce qu'il a conduit et réalisé pour le pays, il souhaite qu'il reste président de la République. C'est ça uniquement, à mon avis, l'enjeu. Et hier, je ne l'ai pas entendu parler de lui-même. Je l'ai entendu répondre à des questions des journalistes qui parfois l'ont interrogé sur sa personnalité, mais je l'ai entendu surtout parler des Français. Moi, la phrase que j'ai retenue, voyez-vous, c'était justement tout l'enjeu sur l'école et l'apprentissage. Et je crois que c'est ça, la révolution, une des révolutions que nous avons engagées. Et il me semble que c'est ça dont on doit parler aussi ce matin. On va parler des réformes, hein, mais sur lui-même, si vous dites ça, vous aussi, vous avez envie de savoir s'il est candidat. Je crois qu'on l'a compris. Attention, on va voir. En tout cas, lui, la question lui a été posée plusieurs fois. On va passer cet extrait. On avait prévu d'en passer d'autres avant, mais on va le purger tout de suite puisque vous y revenez avec insistance. Effectivement, Darius Rochebin et Audrey Crespo-Mara, à plusieurs reprises, sont revenus à l'attaque. Est-ce que vous êtes candidat? Est-ce que vous êtes candidat? Votre serviteur n'est pas en campagne, a-t-il dit. Et regardez un extrait.
bon, on ne peut pas le voir, malheureusement. Alors, allons-y, il l'a dit, plutôt, on ne peut pas l'entendre. Il estime ne pas être dans la situation de répondre, à la fois compte tenu de la situation du pays, a-t-il dit, et de la situation de moi-même. Est-ce que... Voilà, on l'écoute. Je l'ai dit, j'agirai jusqu'au dernier quart d'heure. Et je ne pense pas, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait, en 5 ans, tout faire. On ne transforme pas un pays en 5 ans. Et donc, je continue à me projeter et j'essaie d'avoir l'esprit de sérieux. Et donc, quand vous me demandez qu'est-ce que vous avez fait, je vous réponds en effet résultat concret. Mais j'essaie de garder de la vision pour satisfaire M. Rochebin et de dire je projette le pays à 10 ans et j'essaie de dire, au vu de ce que nous sommes, vers où on doit aller. Voilà. C'est de la vieille politique. On nous a fait ça 1000 fois. On n'en peut plus, surtout lorsque ça vient d'un nouveau monde, ou en tout cas de quelqu'un qui se prétend du nouveau monde. Je pense que nous sommes à 16 semaines de l'échéance présidentielle, que c'est un débat majeur, c'est un débat de société, c'est un débat sur les 10, 15, 20 années à venir, et que d'avoir un président sortant qui utilise une interview avant le temps de parole officiel du CSA du 1er janvier, qui parle beaucoup de lui-même, pardon de le souligner et d'insister, mais qui parle beaucoup de lui-même, dans une stratégie de pré-campagne présidentielle, et qui nous dise « je n'ai pas pris ma décision », personne ne le croit. Quand je vous parlais d'insincérité, pardon, mais elle était manifeste hier soir. Mais le président de la République dit une chose qui devrait être évidente pour toutes celles et ceux qui ambitionnent d'être président de la République. C'est que quand on occupe cette fonction, on l'occupe jusqu'à la dernière minute et la dernière seconde. Et d'ailleurs, quand on est maire, quand on est président de région, normalement, c'est aussi ce qui nous anime. Et tous les élus qui sont des élus n'empêche pas d'être sortants franc. sont dans leur fonction jusqu'au dernier moment. On n'a pas fait ce procès aux différents présidents de région qui avaient l'ambition de devenir président de la République, de nous avoir menti pendant l'élection. Valérie Pécresse, candidate à la présidence de la région Île-de-France, elle y est malheureusement très très peu en ce moment, nous avait dit la présidentielle, absolument pas, c'est pas pour tout de suite. Anne Hidalgo, campagne à la mairie de Paris, nous a dit présidentielle, jamais vous pouvez me ressortir les extraits. Et les deux sont aujourd'hui candidates à l'élection présidentielle. Est-ce qu'elles ont donc sciemment menti ? Est-ce que Valérie Pécresse a donc Est-ce que vous avez entendu Valérie Pécresse dire qu'elle Franciliens n'était pas candidate à la présidentielle ? De manière claire, pendant la campagne des régionales, elle a dit la seule chose qui m'intéresse, c'est l'Île-de-France. La présidentielle, ça n'est pas ce qui m'intéresse. Et Anne Hidalgo nous a dit, vous pourrez nous ressortir les extraits. Pourtant, vous connaissez bien Valérie Pécresse, mais vous l'avez mal écoutée. Je pense l'avoir suffisamment entendu. Donc, mais j'ai pas de problème à dire que je l'ai soutenue il y a 10 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Et par qui elle est entourée aujourd'hui et qui sont ses soutiens. Et hier, après l'interview du président de la République, qui est venu défendre la candidate LR, Éric Ciotti. Moi, j'aimerais qu'on me parle du fond. J'aimerais savoir si, enfin, Valérie Pécresse va nous dire concrètement où elle veut supprimer les 200 000 postes de fonctionnaires, concrètement, administration par administration. J'aimerais savoir si elle reprend ou pas la proposition d'Éric Ciotti sur le Guantanamo à la française. Parce qu'Éric Ciotti, dimanche, a dit que c'était le cas. Il a dit oui, elle l'a dit notamment sur LCI, qu'elle ne reprendrait pas cette proposition. Moi, j'aimerais avoir, plutôt que... On peut faire l'exégèse, comme vous le faites, du discours du président de la République, et je suis ravie que vous ayez écouté, comme vous l'avez dit, religieusement, en effet, l'interview du président de la République. Vous l'avez compris. Et on verra aussi si les Français l'ont écouté et regardé, et ce qu'ils en ont retenu. Mais j'aimerais qu'on parle du fond. J'aimerais qu'on parle de ce que vous auriez fait de différent et de votre projet. Parce qu'il n'est pas candidat, mais hier, il a été interrogé sur une partie du programme de ses éventuels futurs adversaires. Et voilà ce qu'il a dit, notamment sur cette fameux point de programme de Valérie Pécresse qui consiste à supprimer 150 000 fonctionnaires. Regardez. Donc, pour avoir un État plus efficace, et donc partout où on le peut, réduire le nombre de fonctionnaires. Mais d'abord, je vais vous dire, je n'aime pas parler, j'étais déjà mal à l'aise la dernière fois, on parle de femmes et d'hommes. Expliquer que le destin de l'État, c'est de les sabrer comme si c'était des petits bâtonnets, je trouve ça toujours étrange. Ce sont des femmes et des hommes qui se sont engagés pour servir le public. Bon, après, il faut que l'État, parce que c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent à tous, soit plus efficace. Oui. Mais il faut à chaque fois que ce soit une modernisation. Alors, rendant justice à Valérie Pécresse, elle ne supprime pas des fonctionnaires, elle veut supprimer des postes de fonctionnaires. Elle ne remplace pas des postes de fonctionnaires à la retraite. Dit-il, ça n'est pas sérieux. Dit-il, il faut dire où, à partir du moment où on annonce cette couleur. D'abord, je suis surpris de voir Aurore Bergé s'émouvoir de la réduction du nombre de postes de fonctionnaires, parce qu'il me semble, je n'ai pas la mémoire courte, que vous avez activement soutenu Alain Juppé, qui souhaitait lui-même réduire de 300 000 le nombre de postes de fonctionnaires.
réduire le nombre de postes de fonctionnaires, ne pas remplacer 150 000 postes de fonctionnaires sur 5,6 millions de personnes qui occupent la fonction publique, c'est possible. Et ce n'est pas seulement possible, c'est souhaitable. Il y a par exemple 53 000 fonctionnaires à la ville de Paris pour gérer 2,2 millions d'habitants. Donc c'est l'État qui va décider à la place de la mairie de Paris. Je termine. Il y a 135 personnes au cabinet d'Anne Hidalgo. Il y a plusieurs centaines d'agences, de comités Théodule. Il y a une administration support qui est insupportable. Attendez, je termine, Aurore Berger. Je termine et je vous laisserai terminer. Dans quel secteur? Je vous donne des exemples. Non, c'est pas l'État qui peut décider à la place des collectivités locales le nombre de fonctionnaires. Ou alors il n'y a plus d'autonomie d'administration des collectivités locales, alors que Valérie Pécresse... Je crois qu'effectivement, il va falloir que chacun s'y mette. Voudra que nous disions à chaque président de région, voilà, vous n'avez pas le droit d'embaucher plus. Donc concrètement... D'ailleurs, comme présidente de région, elle a baissé le nombre de fonctionnaires de la région. Sur les fonctionnaires d'État, vous baissez où? Dans quel secteur? Dans quelle administration? Dans toutes les administrations. Toutes. Donc la santé, donc l'école, donc la police, donc la justice. Mais à l'hôpital, laissez-moi juste m'exprimer. À l'hôpital, il y a les soignants et il y a des fonctions support dont les soignants sont les premiers à se plaindre du nombre excessif. Lesquels? Attendez. Mais non, mais il faut être précis sur ce sujet. Justement parce qu'on parle d'hommes et de femmes. Lesquels? Vous croyez quoi, Aurore Berger? Qu'il n'y a pas de gaspillage au sein de l'État? C'est ça que vous êtes en train de dire ce matin? Vous êtes en train de dire que les fonctionnaires sont inutiles. Très bien. Mais donc dans ces cas-là, dites clairement. Pourquoi être aussi caricatural? Pourquoi tenter de me faire dire que les fonctionnaires seraient inutiles alors que vous-même avez, il y a quelques années seulement, souhaité qu'il y ait non pas 150 000 postes de fonctionnaires qui ne soient pas remplacés, mais 300 000. Lesquels, devrais-je vous dire aussi, lorsque vous souhaitiez effectivement qu'il y en ait 300 000 ? Mais je vous donne des exemples. Dans toutes les administrations, il y a une administration très administrante. Il y a des fonctions support qui viennent entraver l'efficacité de l'action de l'État. Vous êtes la seule à ne pas vouloir le voir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, que vous soutenez aussi aujourd'hui, a souhaité, jusqu'à hier soir, qu'il y ait 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Je ne vous ai pas entendu vous en émouvoir il y a encore 15 jours. Donc pourquoi tout d'un coup de baguette magique, sous prétexte qu'il veut gauchiser un peu son discours, vous expliquez que tous les fonctionnaires doivent être intégralement conservés? Moi, je crois beaucoup à la mission de service public de ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui travaillent d'arrache-pied pour l'État. Mais j'estime que par respect pour eux, en hommage à leur action, le minimum, c'est aussi d'améliorer l'efficacité de l'État en diminuant les fonctions support là où elles sont inutiles et inefficaces. Tous les ministères. Parce qu'en écoutant Valérie Pécresse, on avait cru comprendre que certains étaient sanctuarisés. Non. Et que même dans certains ministères, il y aurait 50 000 fonctionnaires. Oui. Donc, est-ce que vous dites non, partout il y aura 3 priorités. Quand même des économies? Elisabeth Martichoux, soyons clairs. 3 priorités. Protéger, éduquer, soigner. Ce sont les donc, 3 exceptions. 3. Non, mais au sein des administrations, par exemple du ministère de l'Intérieur, il y a des fonctions support qu'il faut sans doute supprimer pour pouvoir mettre plus de policiers sur le terrain. Mais bien sûr, Philippe Juvin est le premier à expliquer, alors que honnêtement, il connaît ça mieux que quiconque, qu'au sein de l'hôpital, il y a une administration qui est paralysante. Donc, j'estime que c'est du bon sens de vouloir s'attaquer à cette administration qui paralyse pour permettre justement d'embaucher plus de policiers, plus de gendarmes, plus de magistrats. Nous avons fait. Oui, enfin, écoutez, il y a moins de policiers sur le terrain qu'en 2012. Non, mais attendez, juste sur ça, c'est un mensonge. Il y a moins de policiers sur le terrain, puisque le taux d'engagement des policiers et des gendarmes sur le terrain est aujourd'hui inférieur à celui de 2012. Alors, la réponse. Non, mais c'est une question qui est extrêmement importante parce que Valérie Pécresse a choisi d'en faire l'une des propositions phares de son projet présidentiel. Et elle ne peut pas juste se contenter de dire on va supprimer 200 000 postes de fonctionnaires pour mieux en recruter 50 000, sans dire précisément où elle veut les supprimer. J'entends que d'ailleurs, ce n'est pas des suppressions, c'est des non-renouvellements de départ à la retraite. Ce qui revient au même. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais la question, c'est de savoir exactement où les Français ont besoin de savoir concrètement où ces suppressions auront lieu. Ce que les Français nous disent de manière très régulière, nous qui sommes élus locaux, élus sur le terrain, c'est quoi? C'est quand on va dans une sous-préfecture,
on a besoin d'avoir des agents de l'État qui nous accompagnent dans nos démarches. On a besoin d'avoir des fonctionnaires que l'on voit sur le terrain. C'est ce qu'on a fait. On a remis des fonctionnaires qui sont en visibilité sur le terrain. On a besoin d'avoir des enseignants supplémentaires qui sont recrutés. C'est ce qu'on a fait. On a besoin d'avoir plus de policiers et de gendarmes. C'est ce qu'on a fait. On a besoin d'avoir plus de magistrats. Il y a moins de policiers et de gendarmes sur le terrain qu'auparavant. Justement parce qu'ils sont trop occupés par les fonctions qui les paralysent. Je finis. J'assume de dire qu'en effet, sur le papier, la proposition, elle peut être séduisante parce que face à la question de la dépense publique, on peut avoir la tentation de se dire qu'il faut supprimer un certain nombre de postes de fonctionnaires. Mais à partir du moment où on est élu, on voit déjà que, les Français, en vérité, ils veulent surtout qu'il y ait plus d'État, que l'État soit plus à leur côté. Un État plus efficace, pas plus d'État. Mais ils veulent aussi plus de visibilité de l'action de l'État sur les territoires. Un État plus efficace et plus performant, pas plus d'État, Aurore Bergé. Mais ce que je retiens, c'est que vous dites que finalement, ça concernera toutes les administrations, aucune ne sera sanctuarisée et qu'on n'a pas de chiffres. On ne sait pas combien à la santé, on ne sait pas combien à la justice, on ne sait pas combien à l'intérieur, on ne sait pas combien à Bercy. Ce sera précisé dans le programme, l'interpellation d'Aurore Bergé. Bien sûr, mais dans le programme, mais avec une règle de bon sens, avec une règle de bon sens. C'est-à-dire moins d'administration administrante, moins de comités théodules. L'administration administrante, ça ne veut rien dire concrètement. Moins de chauffeurs dans les ministères, sans doute, Aurore Bergé. Moins de chauffeurs dans les ministères, moins de gaspillage au sommet de l'État, Aurore Bergé. Mais moi, je suis moins de chauffeurs dans les ministères. Je vous entends ce matin, je ne sais pas si je suis concernée. Donc pour vous, il n'y a pas de gaspillage au sein de l'État. Je suis une directrice d'hôpital, je ne sais pas si je suis concernée. Est-ce que je suis une administration administrante ? Tout simplement. Je suis une secrétaire du ministère de l'Intérieur. Est-ce que je suis une administration administrante ? Vous croyez qu'une directrice d'hôpital, nous allons nous attaquer à une directrice d'hôpital ? Est-ce que je suis une administration ? Mais vous ne le dites pas concrètement. Est-ce que vous avez besoin de caricaturer inutilement les propos ? Mais non, on ne peut pas. La question n'est pas la caricature, la question est la capacité que vous avez à donner des réponses précises à des questions précises. Le minimum, c'est un peu de cohérence. Jusqu'à hier soir, vous souhaitiez 120 000 postes, 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Ce matin, à 8h15 sur LCI, parce que effectivement le président a changé de braquet pour tenter de séduire un peu de gauche de son électorat, parce qu'il sent que c'est bloqué à droite, tout d'un coup, vous voulez sanctuariser même l'administration la plus paralysante au sein de l'État. Mais attendez, vous n'êtes pas sérieuse. Vous n'êtes pas sérieuse. Vous nous avez habitués à une certaine incohérence, mais ça se confirme. En tout cas, ce sera un sujet majeur, et vous l'avez très bien posé l'un et l'autre. On voit bien quels vont être les axes de défense et d'attaque réciproques. Je voudrais avancer parce qu'il a aussi parlé de son action réformatrice, évidemment du long feuilleton des retraites. S'il n'y avait pas eu l'épidémie, a-t-il dit, il y aurait eu la réforme. Il faut la faire, mais pas tout à fait celle prévue aux origines. À l'origine, regardez. Il faut qu'on aille tous vers une sortie de ce qu'on appelle les régimes spéciaux. On a 42 régimes aujourd'hui. Alors est-ce qu'il en faut un seul, ce qui était mon projet initial ? Je crois que c'est trop anxiogène. Mais je pense qu'il nous faut aller vers un système simplifié où, pour la fonction publique, pour les salariés et puis pour les indépendants, on a grosso modo trois grands régimes et sortir des spécificités, et en particulier tous les régimes spéciaux qui avaient créé avec le temps des inégalités entre les uns et les autres. Je dirais qu'autour de ces trois grands principes, on doit construire une réforme qui nous permet de regarder les années à venir. Voilà, la volonté d'aller vers une sortie des régimes spéciaux, mais pas sans tous les supprimer, ce qui serait trop anxiogène. Emmanuel Macron, semble-t-il, a tiré la leçon de ce long feuilleton, en effet, de la réforme des retraites, dont acte. Il fallait surtout pas qu'il se gêne pour réformer. Ça fait quand même 4 ans et demi qu'il est président de la République. Je trouve qu'il est quand même particulièrement mal placé pour venir demander aujourd'hui une réforme des retraites qu'il n'a pas eu le courage de mettre en place, et en tout cas de mettre en œuvre jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que ce n'est pas uniquement sur la réforme des retraites. Restons juste sur la réforme des retraites, c'est important ce qu'il a dit. Non, il y a eu l'épidémie, je n'ai pas pu la mener, maintenant je vais le faire, c'est absolument nécessaire, mais un peu différemment. Parce qu'en promettant pour l'avenir, Emmanuel Macron signe son crime. En réalité, la révolution, oui, mais c'est une expression en langue française. La révolution qu'il a prétendu mettre en place, c'était même le titre de son livre, n'a pas eu lieu. Elle a accouché d'une souris. Justement, 120 000 postes de fonctionnaires, promesse non tenue, réforme des retraites promise, promesse non tenue, simplification de l'État, promesse non tenue. Et aujourd'hui, faute de réformes structurelles, on se retrouve avec une situation plus que préoccupante où nous sommes les mauvais élèves de l'Union européenne. Aujourd'hui, dette record, déficit public 9% du PIB record, déficit commercial
record, Alors, taux de on va rester prélèvement sur la obligatoire, je termine, publique, taux de c'est prélèvement, je sais que la réforme. réalité fait mal, taux de prélèvement obligatoire, record, taux d'imposition des entreprises de 60%, c'est-à-dire 20 points de plus que la moyenne européenne. Écoutez, je l'ai trouvé non seulement insincère hier soir, mais depuis 4 ans et demi, malheureusement inefficace. Et je dis malheureusement, je m'en désole parce que j'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus performant et qu'il tienne ses promesses. Aurore Berger. Déjà, il y a deux choses. Il y a ce que nous avons fait dès le début du mandat. Dès la toute première année du mandat, nous avons fait les ordonnances travail. On a complètement changé le droit du travail dans notre pays. On a baissé la conflictualité au sein du monde du travail. Il y a moins de recours au prud'homme. Je pense que tout le monde peut s'en féliciter. On a changé la formation professionnelle dans notre pays en investissant de manière massive, notamment pour les chômeurs de longue durée, pour les ramener vers l'emploi, ce qui était une nécessité. On a changé l'apprentissage. À l'époque, les présidents de région nous disaient « vous allez détruire l'apprentissage et la formation professionnelle ». Alors, record absolu sur l'apprentissage. Non, mais parce qu'il y a eu une Geoffroy longue Didier liste. a fait la liste. Soi-disant- Si vous en faites une, on ne va pas parler mais de ce dont nous étions il a eu le temps de faire une longue liste. c'est-à-dire la réforme des retraites. Non mais je suis d'accord, mais il a le temps de J'ai faire une compris. longue liste prétendument d'un pays qui serait un pays extraordinairement abîmé. C'est un pays qui a un taux de chômage qui est au plus bas depuis 13 ans et qui a un taux de croissance au plus haut depuis 50 ans. Je crois qu'on devrait 22e être taux de fiers. chômage de l'Union On européenne. devrait être fiers. 20% des On jeunes devrait- sont au chômage. Un peu d'humilité, Aurore En Berger. 2012, Valérie Pécresse, quand elle défendait Nicolas Sarkozy, juste après son interview, alors qu'il n'était président et pas candidat, disait « Est-ce que c'est sérieux ? Le président de la République doit rester président. Nous avons 150 000 chômeurs de plus. » Voilà exactement les propos qu'elle tenait. Eh bien, nous, on peut dire que nous avons un président de la République qui est en effet président de la République et qui a un taux de chômage au plus bas depuis 13 ans. Et je préfère avoir cette situation-là à défendre. Sur la question de la réforme des retraites, répondrai sur le la chômage. question de la réforme des retraites ensuite, est-ce que l'ambition, elle est maintenue ? Évidemment, oui. Est-ce qu'à un seul moment, dans le mandat du président de la République, il a dit que cette réforme, elle était inutile, qu'elle devait être abandonnée ? Absolument pas. Est-ce qu'elle a été percutée par la crise sanitaire ? Évidemment, oui. La crise sanitaire, elle a chamboulé tout l'agenda parlementaire. Je le sais bien, je suis députée. On a dû, et pour des raisons évidentes et normales, d'abord protéger les Français. Et donc, on a voté un certain nombre de... différentes. On a voté un certain nombre pour protéger les Français. On a fait Il des a réformes reformaté, clés comme la pardon. réforme de la Ouais. SNCF aussi, qui vont dans ce sens justement de suppression des régimes spéciaux. Donc ce qu'il dit, c'est suppression des régimes spéciaux. Ça n'a pas changé. Et c'est assumer en effet que ce qui apparaît comme étant Mais on aujourd'hui passe une pas injustice de flagrante... 44 à 0. Non mais ça c'est différent. Il y a à la fois les différents régimes et il y a la manière avec laquelle on les Didier utilise. vous répond. Mais il y a la nécessité en effet de dire qu'aujourd'hui, le système que nous avons, il est illisible, il est injuste. Et donc il nécessite à la fois, pour être financé durablement, que les Français travaillent plus, tout au long de la vie. C'est ce que le président de la République a réaffirmé hier. Et qu'en effet, on Bouger ait des l'âge régimes légal ou plus... pas ? On n'a pas très bien compris Mais ça, s'il on le verra s'agissait de si le bouger président de la l'âge légal. République est candidat. Et c'est lui qui le Vous précisera. ne répondez pas ce matin. Non, parce que c'est lui qui le précisera. Mais est-ce qu'il faut travailler plus au long de la vie ? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut réformer et unifier nos régimes de retraite ? La réponse est oui. Est-ce qu'on a engagé un certain nombre de réformes, que ce soit sur la revalorisation des petites pensions de retraite agricole ? C'est fait, ça a été voté, c'est en application depuis le 1er octobre dernier. Il n'y a plus d'agriculteurs avec moins de 1 000 euros. Et la réforme de la SNCF, on l'a fait. Tout cela, c'est du yaka faucon. Ça a été fait. La réforme des retraites n'a pas été faite alors qu'elle a été promise. Et elle est pourtant fondamentale. Donc moi, je veux bien qu'aujourd'hui, vous fassiez de grandes promesses pour le futur candidat qui est Emmanuel Macron, mais concrètement, cette réforme n'a pas eu lieu. Et je le regrette, et j'estime que, en fait, les réformes structurelles, il n'a manifestement pas eu le courage de les mener. Elle la fera quand Valérie Pécresse. Si elle était élue, est-ce que ce sera une des premières réformes Bien engagées sûr, tout de suite ? mais bien sûr, parce qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire avant l'été. Mais Sans concertation. qui vous dit ça sans... Mais non, mais est-ce que si c'est à l'été, Non, c'est-à-dire c'est moi qui pose 2 la mois question. après, J'ai pas dit oui. on fait Mais comment qui la vous dit sans concertation ? Donc vous concertez pendant 5 nous, ans la pour ne rien concertation, on l'a déjà faire, faite. pour ne rien faire. On l'a Bon. déjà faite. Bon, Donc on bah peut alors agir dès le lendemain. Agissez, vous avez les manettes. Vous venez de me dire il y a 5 minutes que Emmanuel Macron serait président jusqu'au bout. Mais démontrez-le, C'est ce qu'on fait au prouvez-le, quotidien. agissez, protégez les Français. Vous arborez le taux de chômage comme un étendard, mais vous devriez taux de avoir croissance. honte. Vous devriez avoir honte parce que D'avoir 20%, protégé l'emploi pendant la crise, 20% des D'avoir jeunes eu sont moins de au chômage. défaillances d'entreprises en Je vous ai 2021 laissé qu'en vous 2020 et exprimer. 2019. Je vous ai laissé vous exprimer. C'est la fin de l'émission, il reste 20% des 30 jeunes sont au chômage. Nous avons un taux de chômage qui est supérieur de 4 points à celui de l'Allemagne. Donc j'estime que vous devriez faire un peu d'humilité lorsque vous votre avez, mot de avec conclusion. toutes les catégories A, B, C et D de Pôle emploi, près de 7 millions Un mot de de Français conclusion, Geoffroy qui n'ont Didier. pas aujourd'hui
soit d'emplois stables, ou alors qui sont malheureusement dans des formations peu qualifiantes ou des contrats aidés sans lendemain. J'estime que c'est indécent et que sur le chômage, vous devriez faire preuve d'un peu plus d'humilité, comme d'ailleurs sur l'ensemble du bilan d'Emmanuel Macron. Ce sera donc votre mot de conclusion. Un appel à l'humilité à Emmanuel Macron. Et vous, et à la franchise de sa part. Continuer à travailler, tout simplement continuer à travailler pour les Français, parce que nous avons une crise sanitaire, pour laquelle nous les protégeons. La vaccination en France, vous l'avez suffisamment contestée, mais finalement la vaccination, elle fonctionne. Pas du tout. Je n'ai absolument pas contesté la vaccination. Sur la stratégie vaccinale, elle fonctionne. Merci. Protéger les Français jusqu'au bout. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu de ce débat. Ça annonce des débats passionnants sur LCI dans le cadre de cette campagne. Merci à tous les deux. Bonne journée à tous.